Le nouveau président béninois Romuald Wadani a entamé une tournée diplomatique éclair au Niger et au Burkina Faso pour relancer le dialogue avec l'Alliance des États du Sahel AES. Cette offensive directe marque-t-elle un tournant majeur pour restaurer la sécurité aux frontières et redynamiser l'économie régionale après des années de tensions? Nous nous interrogeons avec notre invité Didier Alaou, DG de Africadev et expert en communication. Bonjour et bienvenue dans l'invité. Bonjour Helmut Pinto, merci de votre invitation. Alors, le chef de l'État béninois, Wadani, multiplie les gestes d'apaisement et mène même une offensive diplomatique directe auprès des régimes sahéliens. Investi le 24 mai dernier, il est en tournée africaine depuis son investiture et il se rend dans l'AES après le Nigeria. Quelle lecture politique faites-vous de ce premier déplacement officiel de Wadani? Bon, disons que depuis 2016, sous le président Yahi Boni, les présidents nouvellement investis au Bénin choisissent toujours le voisinage pour leur première sortie officielle. Et ainsi, en 2016, par exemple, avant 2016, Yahi Boni avait choisi le Nigeria. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Romuald Wadani lui a emboîté carrément le pas. Mais en 2016, Patrice Talon, lui, l'avait choisi Lomé ici. Donc je crois que cette tournée traduit une volonté de renouer avec le dialogue politique, avec l'AES, bien sûr. Vous l'avez rappelé, les relations, à un moment donné, se sont fragilisées entre le Bénin et les États de l'AES. Et cette tournée marque également la volonté du président Romuald Wadani de prioriser la coopération régionale, quelque peu mise en mal, on l'a rappelé, sous son prédécesseur. Ceci constitue un signal fort pour une diplomatie de proximité proactive. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Alors, la visite officielle du président béninois au Niger et au Burkina Faso marque-t-elle un véritable tournant diplomatique dans les relations entre Cotonou et puis ses voisins sahéliens, vous pensez? Oui, bien sûr, ça tranche quand même avec la posture du président, de son prédécesseur. Vous savez que depuis le 26 juillet 2023, lorsque la CEDEAO a pris des sanctions contre le Niger, le président Talon, l'ancien président du Bénin, Patrice Talon, s'est montré très très actif dans la mise en œuvre de ces sanctions. Et c'est ça justement qui a été la première difficulté justement avec les nouvelles autorités du Niger et le Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, Romuald Wadani fait de son mieux, en tout cas il tente le tout pour rétablir justement la coopération régionale. Le Bénin, sous Patrice Talon, a eu quand même, en tout cas, avec le voisinage, ça ne s'est pas toujours très très bien passé. Donc aujourd'hui, Romuald Wadani va d'abord au Nigeria. Pourquoi? Parce que le Nigeria, c'est le géant qui est dans le voisinage et qui est même dans la sous-région. Avec le Nigeria, le Bénin a beaucoup de choses en commun, plusieurs frontières. Et l'échange également intra-pays est très très fort. Donc avec l'AES, vous savez que la frontière du côté de Gaïa est restée fermée depuis maintenant près de 3 ans. Donc il est de bon ton que Romuald Wadani aille décanter cette situation et je crois que pour l'instant ça lui réussit quand même bien puisque son déplacement sur Niamey a permis tout au moins de ramener la coopération sur de bons rails. Et ceci est un bon signal. Évidemment que c'était attendu par les populations de part et d'autre. Bon, déjà, il y avait des ministres des Affaires étrangères de l'AES qui avaient assisté à son investiture. Oui, absolument. Et je pense que tout ceci va dans la droite ligne de ce que Romuald Wadani avait suggéré lors du lancement de son projet de société. Il avait carrément dit que le Bénin profitera du renouvellement à la tête de l'État pour retourner vers les pays de l'AES. Ça veut dire qu'il était déjà disposé dans une disposition favorable pour reprendre langue avec ses voisins immédiats. Et cela s'est traduit
dans la cérémonie officielle d'investiture, puisque vous avez remarqué, comme tout le monde, que ce sont plutôt les délégations de l'AES et notamment celles du Niger qui ont été pratiquement mises en avant. On peut les considérer comme les stars même de cette cérémonie d'investiture. Donc il était de bon ton, un bon Africain, qu'une fois investi, qu'il aille les remercier, reprendre langue et ramener la coopération sur de bons rails. Et cette visite diplomatique et même cette visite, je veux dire, sous-régionale, l'étape de l'AES, c'est-à-dire du Niger et du Burkina Faso, a été particulièrement scrutée parce que tout le monde a envie de voir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que l'accueil a été très très chaleureux quand même au Niger. Les Nigériens et les Burkinabés ont montré qu'ils sont également disposés à coopérer. Est-ce à dire que Ouadani ne regarde pas dans la même direction que Patrice Talon? Non, diplomatiquement, je crois que ça contraste avec ce qu'a fait Patrice Talon, parce que avec la crise qui a survenu, Patrice Talon aurait pu, je dis bien aurait pu quand même prendre son bâton de pèlerin et retourner vers ses frères sahéliens. Mais il ne l'a pas fait. Je pense que Romuald Ouadani, fraîchement investi, a compris qu'il faut quand même arranger les relations avec les voisins immédiats. Et quels sont ces facteurs qui ont favorisé cette décrispation entre le Niger et puis le Bénin, alors que les relations étaient particulièrement, vous le disiez tout à l'heure, vives depuis 2023? Donc je pense que c'est d'abord la disposition dans laquelle se trouve Romuald Ouadani et sa très grande volonté de rétablir la coopération. Dès le début, avant même la campagne présidentielle, quand il a lancé son projet de société, il l'a clairement dit. Quand vous lisez son projet de société, il accorde une place de choix, une grande importance au voisinage. Et il l'a dit. Et cela s'est traduit dans sa prestation de serment, puisqu'il les a invités. Donc il y a une adéquation, il y a une suite logique dans le projet de société, dans la prestation de serment et également dans les premières visites qu'il est en train de faire officiellement à la tête du Bénin. Je crois qu'il y a d'abord la disposition de Romuald, il y a sa personnalité, il est jeune, il est dynamique, il est accessible, il a la volonté de réussir et il veut aller vite. Je crois que c'est un bâtisseur, c'est un technocrate pragmatique. À vous entendre, on a l'impression que vous décrivez la Patrice Talon. Peut-être que ça fait partie des affinités, parce que si Romuald Ouadani a travaillé avec lui, c'est certainement pour sa compétence et pour sa disposition à travailler à fond, à se donner à fond, parce que Talon, pour ceux qui le connaissent, savent que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est convaincu d'une idée, il y va à fond. Donc je pense que Romuald Ouadani, sur ce plan, lui ressemble. Même si, point de vue personnalité, ce ne sont pas les mêmes personnes. Même ils mettent la même énergie, la même volonté, la même rigueur, je crois que Ouadani, lui, il est beaucoup plus dynamique et c'est normal parce qu'il est plus jeune que Talon. Et il veut aller vite, c'est normal, et il veut bien faire les choses. Donc, en tant que ministre des Finances, Romuald Ouadani, c'est lui qui mobilisait les fonds. Donc, des relations avec une coopération pas très efficace ou pas très en voie avec le voisinage ne peut pas l'arranger. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il s'empresse dès sa prise de fonction de rétablir la coopération au niveau régional. Et je crois que c'est à saluer parce que sans cette coopération régionale, on ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme. Et en plus, ce qui est reproché justement aux pays de l'UEMOA, c'est qu'ils n'échangent pas beaucoup entre eux. Ouais. Les échanges entre pays de la sous-région, ce n'est rien par rapport aux échanges avec l'extérieur. Ouais. Alors, cette perspective de réouverture de la frontière entre le Bénin et puis le Niger, est-ce qu'elle est aujourd'hui réaliste? Et puis, quels seraient les impacts aujourd'hui pour les deux pays si cela arrivait? Ah non, il faut relever quand même que à la fin de sa visite hier à Niamey,
un communiqué conjoint a été rendu public. Et au point 7, le communiqué nous informe de la création d'un comité d'experts qui est chargé de recenser tous les obstacles à la coopération et à la réouverture de la frontière. Et je pense que les chefs d'État veulent surtout discuter clairement des divergences point par point et ils veulent mettre en place un processus et des dispositifs pratiques pour pouvoir aller vers une ouverture définitive. Vous savez que le Niger a maintenu ça, vous savez les raisons pour lesquelles le Niger a maintenu sa frontière fermée. C'est pour le Niger, en tout cas la partie nigérienne, avance des raisons sécuritaires. Alors, donc, quand c'est comme ça, pour rouvrir la frontière, il faut s'entendre sur un certain nombre de choses, il faut se donner des gages mutuellement et il faut mettre des dispositifs et des dispositions techniques pour que ça se fasse. Je pense que c'est quelque chose qui va mettre un peu de temps. Mais les experts ont déjà, les chefs d'État ont été formels, ils ont donné 15 jours aux experts qui font partie de ce comité pour recenser tous les points qui constituent des obstacles dans la coopération. Et je pense qu'une fois que ce comité d'experts va rendre son travail, les chefs d'État en décideront. Et je crois qu'en ce moment, les choses vont vraiment s'accélérer. Et justement, ce communiqué, est-ce une volonté de normalisation durable ou symbolique tout court? Non, je pense que la volonté des deux chefs d'État y est. Au Niger, on parle de plus en plus de gages, c'est-à-dire qu'on a senti quand même une certaine évolution. Et à partir du moment où les deux États sont des États souverains, ça devient délicat d'imposer à l'autre État, mot pour mot ou trait par trait, ce qu'il doit faire. Je pense que ce qui est important, c'est que les deux pays se donnent mutuellement des gages pour pouvoir reprendre leur coopération. Parce que le défaut de coopération et de synergie d'action ne génère pas de bons résultats pour la lutte antiterroriste, par exemple. Alors, comment interpréter ce changement du ton du Niger à l'égard du Bénin, longtemps accusé d'être le relais de l'influence française dans la région ouest-africaine? Bon, je ne sais pas si on appelle ça changement de ton. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une nouvelle donne au Bénin. Et Patrice Talon est parti, Romuald Wadani est investi président après l'élection présidentielle. C'est que ça? De toutes les façons, c'est une nouvelle donne. Il y a un nouveau chef à la tête de la République du Bénin. Et celui-ci, avant même les campagnes et même le lancement de son projet de société, il a affiché une certaine volonté, une certaine disposition à pouvoir renouer le dialogue avec le voisinage, notamment les pays de l'AES. Les Sahéliens ne sont pas rancuniers. Je pense que, en tant que frères et voisins, ils n'ont aucune raison de ne pas faire confiance a priori à Romuald Wadani. Bien sûr, c'est leurs frontières qui sont... pour que la frontière puisse rouvrir, il faut discuter, il faut aplanir les divergences. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc les Sahéliens, quand Romuald Wadani les a invités à son investiture, tout de suite, ils ont marqué leur accord, ils sont venus. Les délégations sont là, les délégations ont été ovationnées, les délégations ont participé et ont été mises en avant dans la prestation de serment. Romuald Wadani est investi. Une semaine après son investiture, il prend son bâton de pèlerin. Après le Nigeria, il se rend au Sahel. L'accueil était un accueil de grand jour, un accueil cordial et fraternel. Et donc, les Sahéliens, le Niger et le Burkina Faso ont accepté la main tendue du nouveau président du Bénin. Et dans les communiqués finaux, vous avez remarqué la volonté de part et d'autre à pouvoir s'investir et travailler. Donc, je crois que Romuald Wadani est en train de faire ce qu'il peut faire. Et de l'autre côté aussi, il a des interlocuteurs qui sont a priori d'accord avec lui. Maintenant, tout dépendra dans l'évolution de quel gage chaque partie apporte. Mais ce qui est sûr, la volonté de coopérer est maintenant rétablie.
Et c'est ça l'essentiel. Justement, en parlant de gages, aujourd'hui, cette reprise des dialogues peut-elle renforcer la coopération sécuritaire, parce que vous évoquiez tout à l'heure tout ce qu'il y a de commercial, mais également diplomatique, mais il est question également de renforcer également la coopération sécuritaire entre les deux frontières. Justement, au cœur de la reprise de la coopération, il y a la question sécuritaire. Et aucun pays au monde individuellement pris ne peut à lui tout seul réussir la lutte contre le terrorisme qui est devenu un phénomène de notre époque et que tous les pays font un effort pour éradiquer. Même les grandes puissances ne peuvent pas à elles toutes seules, bien que surarmées et suréquipées techniquement, n'arrivent pas à elles toutes seules de réussir la lutte antiterroriste. Et je crois que ce que Romiad Wadani propose dans son projet de société qu'il a commencé et pour lequel il a commencé à travailler, c'est du nouveau et c'est intéressant dans la mesure où lui, il pense la sécurité de manière régionale selon les stratégies propres aux Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut des échanges d'informations, de renseignements, il faut un plan régional pour lutter contre le terrorisme. Mais il ne voit pas le terrorisme comme une lutte qui va se faire simplement avec des armes. Il dit dans son projet, nous devons également développer les zones où les terroristes, les recruteurs recrutent plus. Et ces zones, on les connaît, c'est surtout les zones frontalières. Quand vous prenez, c'est où la pauvreté s'est approfondie ces dernières années. Donc, ce qui séduit chez lui, dans son projet, dans son plan, c'est le caractère régional de son plan contre la sécurité, mais aussi le caractère développement commun des zones touchées. Je pense que c'est nouveau. Et c'est peut-être aussi ça qui rassure les Sahéliens dans son approche. De toutes les façons, comme le dirait quelqu'un, ça ne coûte rien d'essayer. Et les Sahéliens, ce n'est pas uniquement le Niger, puisqu'on en a beaucoup parlé. Le Burkina Faso à présent, alors quel rôle le Burkina pourrait jouer dans cette reprise des relations, quand on sait que le Burkina partage des frontières avec le Bénin et le Niger, et même des défis sécuritaires? Mais vous savez, et le Burkina Faso, et le Niger, et le Mali, et le Bénin, et même le Togo, et plus généralement tous nos pays aujourd'hui de la sous-région ouest-africaine, tous nos pays sont menacés par le phénomène du terrorisme. Et quand vous écoutez au Burkina Faso lors de la visite de Romiad Wadani, vous allez constater que dans le communiqué final de ce côté-là aussi, il y a beaucoup d'engagements qui sont pris. C'est-à-dire que les deux États ont affiché leur volonté de travailler ensemble. Et le Burkina Faso étant le voisin du Niger, étant son partenaire dans l'AES, dans l'Alliance des États du Sahel, il se trouve que l'épouse du nouveau président est d'origine burkinabé. Donc je peux dire en bon africain que le capitaine Ibrahim Traoré est quelque part le beau-frère du président béninois Romiad Wadani. Et ainsi donc, on peut dire que c'est la famille, comme on dit en Afrique. Oui. C'est un signal positif, ça compte chez nous ici en Afrique, les liens entre familles. Donc je crois que sur ce plan aussi, le Burkina Faso peut jouer un grand rôle. Et la volonté, pas seulement du Burkina Faso, des autorités du Burkina, les autorités du Niger et du Bénin, cette volonté elle est forte, ça s'est remarqué à travers donc ces différentes visites, et je pense que c'est des signaux positifs et qui encouragent. Le terrorisme, justement, quelques heures après l'investiture de Wadani, le 24 mai dernier précisément, le Bénin a subi une nouvelle attaque terroriste. Était-ce un simple hasard de calendrier ou peut-être un message envoyé au nouveau pouvoir béninois? Mais malheureusement, c'est la façon des groupes terroristes de lui souhaiter bonne arrivée. Et c'est malheureux, c'est triste. Et ceci rappelle l'urgence et la gravité de la lutte. C'est-à-dire que c'est un signal
ça veut dire que la menace, elle est toujours là. Et il ne faut pas traiter cette menace avec complaisance. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles le nouveau président Romuald Wadani a pris la mesure et s'est rendu compte qu'il faut y aller vite et très vite pour enfin arriver à former cette coalition sous-régionale et avec une nouvelle stratégie propre aux Africains, aux pays de la région, pour pouvoir effectivement faire face à cette menace. Ce n'est qu'avec ce n'est que de cette manière-là que le phénomène pourra véritablement reculer. Et justement, ce phénomène, qu'est-ce que cela révèle sur les zones frontalières dans le nord du pays? Ah non, ce phénomène, ça veut dire simplement que pour l'instant, puisqu'il n'y a pas une synergie d'action entre les pays, le Burkina et le Bénin, le Niger et le Bénin. Vous savez, dans la lutte antiterroriste, tant que les pays ne vont pas vers ce qu'on appelle le droit de poursuite. Je donne un exemple. Des terroristes qui opèrent par exemple au Niger et qui savent qu'ils peuvent rapidement filer entre les mailles et se retrouver au Bénin pour se cacher. Si les terroristes savent que les soldats nigériens n'ont pas le droit de les poursuivre jusqu'à traverser la frontière, oui, vous voyez que c'est une situation qu'ils vont continuer à exploiter. Mais s'il y a une synergie d'action et que les deux pays échangent des informations et des renseignements et que les armées en arrivent à avoir même l'autorisation pour avoir le droit de poursuite, même au-delà de leurs frontières, je pense que ça va porter un grand coup au phénomène. Et je crois que autour de nos frontières, il faut que les pays en arrivent à cette étape. Déjà, au sein de l'AES, il y a déjà cette réalité. Maintenant, il faut que les frontières extérieures de l'AES également soient concernées par cette mesure. Et voilà pourquoi cette mesure devrait être intégrée dans le nouveau plan sécuritaire régional que propose le nouveau chef d'État béninois. Alors, après le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le nouveau dirigeant béninois est également annoncé à Lomé, s'il l'est encore. Alors, il devrait être reçu par le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé. Alors, quel message renvoie cette rencontre dans le contexte actuel? Oui, le nouveau président béninois essaye de réchauffer les liens avec tous les pays voisins. Vous savez, les pays limitrophes du Bénin, c'est le Nigeria, c'est le Togo, c'est le Burkina Faso et le Niger. Oui. Donc, le nouveau président s'est déjà rendu au Nigeria, au Burkina Faso, ainsi qu'au Burkina. Il est de bon ton qu'il passe par Lomé également pour saluer le président du Conseil, réchauffer les liens. Vous savez qu'avec Lomé également, les relations ne sont pas toujours au top avec le Bénin. Donc, je crois que Wadani est inscrit dans une démarche de diplomatie proactive et de proximité surtout. Et je pense que c'est une bonne chose pour notre sous-région. Alors, une dernière question. Cette démarche diplomatique de Wadani pourrait-elle redessiner les équilibres géopolitiques en Afrique de l'Ouest et ouvrir la voie à une normalisation plus large entre les pays de l'AES et leurs voisins de la CEDEAO? Ah oui, il n'était pas du tout de bon augure que le Bénin ne s'entende pas bien avec l'AES. Bon, maintenant que la coopération, en tout cas les deux pays au sommet ont repris langue, je crois que ça va favoriser beaucoup de choses. Et la coopération sécuritaire va reprendre et même la coopération économique peut être rapidement rétablie. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour la sous-région. Quant à ce qui concerne la CEDEAO, je pense que c'est une autre histoire. J'entends souvent beaucoup d'analystes penser ou dire ou souhaiter qu'il faudrait que les pays de l'AES soient réintégrés réintègre la CEDEAO. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un bon souhait.
Mais est-ce que l'AES va accepter de réintégrer cette CEDEAO dans cet état-là, où on a l'impression que la majeure partie des décisions de la CEDEAO continuent d'être instrumentalisées par l'Occident, notamment la France. Il n'y a qu'à voir les rencontres de la CEDEAO, les sommets de la CEDEAO. Des fois, vous avez envie de vous demander, mais au fond, est-ce que c'est un sommet des Européens ou bien c'est un sommet qui se tient en Afrique? Parce que souvent, la salle est remplie, truffée d'ambassadeurs, de représentants de ci, de ça. Et finalement, les chefs d'État africains ont du mal à discuter entre eux. Et cette omniprésence des ambassadeurs des pays occidentaux, de représentants de telle ou telle chose, qui viennent écouter les conversations pour rapporter, pour influencer, pour instrumentaliser. Donc je crois qu'il faut que l'Afrique soit responsable. Si la CEDEAO se réforme, prend ses responsabilités, devient plus autonome, devient plus pragmatique et plus portée vers les intérêts des Africains, je crois que l'AES n'aurait aucun mal à revenir. Mais dans cet état, il y a un travail à faire. Donc c'est encore un peu plus complexe que oui, c'est plus complexe et c'est un peu plus tôt. Merci, monsieur, d'être passé, Didier Alao. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Africa Dev et puis expert également en communication. Plaisir de vous avoir eu dans l'invité et de pouvoir parler de ce sujet. C'est moi qui vous remercie. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission, surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'hésitez pas à liker cette émission et à la commenter sur notre chaîne YouTube. Bonne suite de nos programmes sur New York Info.